à tous, donc moi c'est Noémie, je travaille chez Veolia et mon rôle c'est d'être lead de la plateforme agentique interne de Veolia. Et l'objectif de ma présentation aujourd'hui c'est de vous parler un peu de gouvernance. Alors c'est pas le sujet le plus shiny, mais ça reste un sujet important pour pouvoir bien capitaliser sur les capacités que nous offre l'IA. Et avant de commencer, revenir un peu sur ce qu'a changé l'IA sur le métier de PM et notamment sur notre backlog produit. Donc on a eu aujourd'hui plein de présentations, on l'a très bien expliqué. Mais globalement, aujourd'hui, les backlogs des produits, des PM, sont remplis de fonctionnalités qui vont être basées sur l'IA et sur des agents. Donc soit sur des agents dits standards qui vont permettre de réduire la friction de l'expérience utilisateur, comme sur Gmail par exemple, où vous allez recevoir une proposition de réponse. Des agents plus experts qui, eux, vont se baser sur de l'expertise, de la documentation, des données clients, comme par exemple dans le cadre de RVAI, qui est une plateforme qui permet notamment aux juristes de l'aide dans le cadre de leur métier et de la rédaction des documents juridiques. Et ensuite, on a des agents opérationnels qui vont être des agents actifs, qui vont vraiment rentrer dans l'exécution et qui vont permettre vraiment une réelle automatisation des processus. Donc, 3 typologies finalement de features qui peuvent se retrouver dans nos backlogs produits et qui demandent une certaine réflexion au moment de leur conception. Une réflexion qui est notamment due à l'ampleur du marché de l'IA agentique, parce qu'on parle beaucoup d'agents et d'IA depuis ce matin, mais une réalité, c'est que ce chiffre-là, 50 milliards, c'est l'estimation du poids du marché des agents d'ici 2030, évalué par le Gartner. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on est autour de 6 milliards. Et on en parle déjà toute la journée. Donc d'ici 2030, l'ampleur risque d'être encore plus conséquente. Et en tant que PM, la conséquence, c'est que ça va surtout impacter la valeur qu'on va pouvoir générer avec un produit, puisque forcément, les coûts vont augmenter et ça va peser dans nos budgets. Sauf que c'est une nécessité, c'est une standardisation. On n'a pas vraiment le choix. Aujourd'hui, il y a 40% des applications qui intègrent déjà des agents IA et ça va s'intensifier. Donc on doit intégrer ce type de fonctionnalité tout en mitigeant le risque et en réfléchissant à comment conserver une génération de valeur qui soit à la hauteur des fonctionnalités qu'on intègre. On va partir sur différents exemples pour voir jusqu'où peut aller la place des agents. Ici, c'est un exemple de Klarna, qu'on connaît un peu tous en tant que consommateur, qui va permettre donc de pouvoir faire des paiements échelonnés. Et en fait, ils ont fait un pari, ils ont mis en place des agents qui vont pouvoir, selon eux, faire le travail de 700 à 850 agents humains. Donc, sur le papier, c'est une réelle opportunité. Ils ont réussi à estimer le profit jusqu'à 60 millions d'euros en 2025. Donc, un succès. Sauf qu'en fait, leur CIO, récemment, il a quand même mis une petite nuance en disant que sur les cas complexes ou de clients, l'agent, il manquait un peu de modération, de réflexion, d'empathie. Donc, ils sont un peu revenus dessus. Ils ont quand même fait un choix qui était fort, de dire ça va nous rapporter de l'argent, il y a un gain énorme à la clé, on délègue. Et ils reviennent un peu en arrière en se disant attention, on a quand même délégué un processus clé de notre entreprise qui est le service client à nos agents et finalement il y a quand même des limites et ils reviennent un peu en arrière. Un autre exemple, c'est Replit. Alors là, c'est un exemple qui est beaucoup moins successful, clairement. Eux, ils ont mis en place un agent et ils se sont rendus compte que c'était devenu un peu comme le maillon fou de la chaîne de code. L'agent, pendant une phase de freeze, a complètement ignoré la phase de freeze et s'est mis à supprimer du code. Et pour cacher son erreur, il a généré du code fake pour que son erreur ne se voit pas. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Replit a décidé de mettre en place une gouvernance. Ils ont mis en place des guardrails, ils ont beaucoup plus encadré finalement l'usage de leurs agents pour éviter que ce type de situation se reproduise. Mais ils ont dû être confrontés finalement à la situation pour se rendre compte qu'il fallait mettre en place un certain niveau de supervision des agents. Et si on va plus loin, quand on réfléchit à ce que fait un agent, notamment le dernier niveau qui sont les agents opérationnels, on va en fait leur déléguer une partie de notre valeur, de nos process métiers. C'est-à-dire qu'on va les laisser finalement être l'interface avec nos utilisateurs, avec nos clients, et c'est eux qui vont faire à notre place, exécuter à notre place ce qu'ils faisaient avant notre différenciation. Et si on essaye de faire un peu une petite comparaison avec un changement qui est d'une ampleur assez proche, qui était l'ubérisation, si on prend par exemple Booking,
Booking, aujourd'hui, c'est la référence pour réserver un séjour, un hôtel. Et c'est eux qui sont aujourd'hui l'interface avec les vacanciers. Les hôteliers, ils ont complètement perdu cette relation avec les vacanciers. Et le risque, c'est un peu ça, c'est qu'à force de déléguer aux agents et de leur laisser une place qui est de plus en plus importante et non supervisée, on perd en fait une partie de la relation client et qu'on se retrouve en fait à perdre complètement l'élément différenciant de nos produits ou de nos entreprises. Et ça, c'est une métaphore que j'aime bien faire, qui est celle du hamburger. C'est-à-dire que quand vous mangez un hamburger, il est bien appétissant, sur le coup, ça nous donne envie. C'est un peu comme, moi j'aime bien parler, on parle de food porn, c'est un peu la même chose, on peut parler de GenAI porn. C'est attractif, ça donne envie, on a tous envie de faire de l'IA et de mettre de l'IA dans nos produits, mais à la fin, on est quand même ballonné, on ne se sent pas très bien, et surtout, ça peut avoir des conséquences à plus moyen terme, long terme sur notre santé. C'est un peu pareil, quand on voit une nouvelle fonctionnalité, un nouveau modèle, un nouvel orchestrateur qui est mis à disposition par les éditeurs, on a tout de suite plein d'idées de fonctionnalités pour l'utiliser et on veut que ce soit intégré dans nos produits ou dans nos services. Mais derrière, si on n'a pas une réflexion en termes de supervision, de gouvernance et d'impact sur nos coûts et la valeur qu'on peut générer, le réveil peut être difficile et l'indigestion peut arriver. Et surtout, ça peut devenir à la fin ce qu'on appelle l'agentic chaos, c'est-à-dire que dans une entreprise, dans une organisation, il y a un certain nombre de process. Ces process-là, si vous les déléguez à des agents et qu'il n'y a pas de supervision, vous allez vous retrouver en fait avec des process qui ne communiquent pas entre eux, qui ne sont pas compatibles, qui ne répondent pas aux mêmes normes de sécurité, ni qui ne permettent pas une observabilité complète de ce qui se passe au niveau de votre entreprise ou de votre organisation. Et à la fin, ça fait un bâtiment comme celui-là qui ne tient pas debout, c'est-à-dire que vous allez devoir faire face à une instabilité de vos processus. Et concrètement, comment on fait? Donc ça, c'est le constat. Forcément, une fois que j'ai dit tout ça, vous allez dire d'accord, mais concrètement, on fait comment? Parce qu'on n'est pas ici des hyperscalers. La plupart des entreprises, l'objectif n'est pas de vivre en autarcie et d'arrêter d'utiliser tous les services de Google, OpenAI, etc. C'est absolument pas l'objectif. Mais à chaque fois qu'on a en tête une fonctionnalité, une capacité d'IA qu'on va intégrer dans nos produits ou dans notre organisation, d'avoir une vraie réflexion autour de ces 4 piliers. Et ce qui va vous permettre de vous positionner vraiment en tant que partenaire des hyperscalers et pas juste en tant que client qui, à la moindre augmentation de prix, va se retrouver mis à défaut. C'est une notion que vous avez peut-être entendue, ça s'appelle le vendor lock-in. C'est que plus vous allez intégrer des capacités d'IA, des modèles d'IA, des workflows d'IA basés sur des capacités de vendeurs externes, hyperscaler ou pas, plus vous allez avoir un effet de vendor lock-in, c'est que vous allez être en fait captif de ces services-là. Et donc si on prend les 4 axes, le premier c'est la plateforme, c'est-à-dire si vous posez la question, si demain vous changez de modèle, est-ce que votre fonctionnalité elle survit? Est-ce qu'elle a une forte dépendance à ce modèle-là? Est-ce que vous pouvez demain faire de la réversibilité, c'est-à-dire changer de modèle, votre feature ne dépend pas uniquement de ce modèle. Mais tout à l'heure, on a parlé ce matin de Nano Banana pour Plepé. C'est un peu pareil, ils ont fait en sorte d'avoir plusieurs modèles et donc ils peuvent en fait switcher de l'un à l'autre. Ensuite, la criticité. Est-ce que cette feature, elle touche vraiment le cœur de votre produit, le cœur de votre métier ou pas? Si c'est juste, comme on a dit, quelque chose d'assez standard, un petit bouton qui permet d'améliorer le prompt ou d'améliorer le contenu généré, il n'y a pas trop de sujet. Par contre, si c'est le cœur de votre produit et que ça impacte vraiment la valeur que vous produisez, là, il y a un vrai sujet à se poser sur où est-ce que vous l'hébergez, la dépendance que vous créez. La donnée, donc ça ne change pas, hein. Ça c'est pas nouveau, on était déjà confronté à ce sujet-là, et c'est encore plus vrai que les agents. Attention où est-ce que vous stockez la donnée. C'est vrai aujourd'hui pour des données comme ça l'était avant, mais c'est aussi vrai pour vos prompts. Tous les systèmes prompts dont on a parlé dans les différentes sessions, où est-ce qu'ils sont stockés? Est-ce qu'ils sont stockés chez vous? Est-ce qu'ils sont stockés chez vos éditeurs? C'est un vrai sujet aussi, donc faites aussi attention à cet aspect-là. Et pareil, ça dépend de la criticité du prompt. Si c'est un prompt standard, il n'y a pas trop de sujet. Si c'est là où est toute l'intelligence de votre fonctionnalité, il y a plus de questions à se poser. Et enfin, l'observabilité. Et ça, c'est un vrai sujet clé qui est aujourd'hui très peu adressé par les hyperscalers. C'est est-ce que vous avez de la visibilité sur les prompts envoyés par vos utilisateurs, ce qui a été généré, la satisfaction? Est-ce que vous avez le détail? Est-ce que vous savez réellement ce qui se passe? C'est aujourd'hui assez pauvre. Il n'y a pas énormément d'observabilité qui est offerte par les différents hyperscalers. Et c'est vraiment un enjeu clé pour demain, notamment pour vous améliorer vos processus,
mais surtout garder un œil sur ce qui se passe au niveau de vos agents. Et pour vous parler rapidement donc, de la plateforme agentique de Veolia, donc c'est pareil, on peut se demander qu'est-ce que Veolia fait à développer une plateforme agentique. Veolia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise du CAC 40, une entreprise française, qui est une multinationale, qui travaille dans le secteur de l'environnement. Donc on travaille sur les métiers dits opérationnels, gestion de l'eau, gestion des déchets, optimisation énergétique des bâtiments, donc rien à voir avec les agents jusque-là. Et donc le parti pris a été de dire les agents vont aujourd'hui impacter nos processus opérationnels. On crée des agents pour nous aider dans nos processus métiers, mais on ne veut pas déléguer toute la phase d'orchestration à un hyperscaler. On va s'appuyer sur eux et on garde toute l'intelligence au niveau d'une plateforme groupe. Et donc globalement, moi en tant que PM, mon rôle c'était de dire d'accord, des plateformes d'orchestration, il y en a plein. Pourquoi mes BU, donc mes clients? Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est une multinationale hyper décentralisée. Vous avez une quarantaine de business units dans le monde entier qui font chacune des activités complètement différentes. Donc il faut les convaincre en fait, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas utiliser la plateforme agentique juste parce qu'on leur a demandé, il va falloir aller les chercher et les convaincre de l'utiliser. Et donc pour les convaincre, on a appuyé sur 4 axes. Le premier, c'est qu'elles ont une observabilité totale. Elles ont accès aux prompts, elles ont accès aux réponses, elles ont accès au feedback utilisateur. Ce n'est pas associé à un user email, donc ce n'est pas individualisé, mais elles ont une observabilité totale sur les agents et leur exécution. Elles ont aussi accès à la publication d'agents. Donc un agent, il faut pouvoir laisser les gens créer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est hyper accessible. N'importe qui peut aller sur une plateforme SaaS, créer un agent. Donc si on bloque, on est face au Shadow IT, donc on leur permet de créer, on permet aux employés de Veolia de créer. Par contre, pour que d'autres utilisent, il y a une étape de publication. Et ça, c'est entièrement délégué. Donc on les laisse en fait avoir une étape de validation et gérer entièrement la gouvernance de leur parc d'agents par activité. Ensuite, les co-maîtrisés, c'est une plateforme qui est très intéressante financièrement pour eux. Et c'est là où on est parti les chercher. Vu que on est 40 business units, plutôt que chacune contractualise avec des éditeurs différents, on crée des synergies, on capitalise, et forcément ça coûte moins cher. Et enfin, la roadmap, donc c'est eux qui influent sur notre roadmap. Et ils ont des droits de vote, en fait, ils peuvent influer sur ce qu'on fait, et ce qui leur permet en fait de nous guider sur ce qui est important pour eux, et surtout, ils sont vraiment impliqués, et donc sponsors du produit. Donc ça, c'est des exemples concrets. Donc sur l'observabilité, j'en ai déjà un peu parlé, ce qui nous permet aussi de bloquer les dérives. Donc vu qu'on a accès à tous ces logs, on va pouvoir faire des analyses, créer de l'alerting, on fait vraiment plein de choses, c'est vraiment une mine d'or. En fait, c'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur l'observabilité, parce que les prompts et les réponses, c'est vraiment une mine d'or pour vous, que ce soit en termes d'expérience utilisateur, d'alerting, de sécurité, tout se joue là. Donc si c'est une boîte noire, c'est que vous avez déjà perdu une partie de la bataille. En termes de coûts, donc ça je vais y revenir, je vais vous donner une estimation. La roadmap, j'en ai parlé. Et enfin, donc, les relais locaux. Donc, en fait, on a formé par business unit des personnes à ces sujets-là, dès le début, dès 2023. Et donc, ils sont formés à l'évolution du secteur, ils sont formés aux fonctionnalités de la plateforme. Et c'est eux donc, qui peuvent, derrière, valider les cas d'usage en local. Ça, c'est juste pour montrer un exemple de fonctionnalité qui nous permet de créer des synergies. Donc, on va, par exemple, mettre en place ce qu'on appelle une Search AI. Vu qu'on a accès à l'ensemble des agents créés au niveau de Veolia, on peut en fait permettre aux employés, à n'importe quel employé, de faire une recherche en langage naturel et de trouver s'il existe déjà un agent chez Veolia qui permette de répondre à ce besoin-là. Donc là, par exemple, j'ai parlé de recrutement. Et en fait, il s'avère qu'il y a déjà un agent qui permet d'aider au recrutement. Je fais pareil pour la réponse à appel d'offres, cas d'usage assez standard chez Veolia. Et donc, je vais pouvoir voir la liste des agents qui me permettent de m'aider à répondre à un appel d'offres. Ce qui permet vraiment de gagner du temps, parce qu'ils vont pouvoir identifier un agent qui peut les aider. Ils n'ont pas besoin de le recréer de bout en bout, et ça crée des synergies en fait, finalement, entre des activités et des business units qui ne communiquaient pas forcément avant sur leurs innovations. Et ça, c'est la dernière corde à notre arc. Pour les convaincre, forcément, c'est le porte-monnaie. Comme je vous l'ai dit, le prix de l'IA augmente. C'est un marché qui va prendre de l'ampleur, et donc ça pèse dans les budgets IT, comme ça pèse dans les budgets product. Et nous, en fait, en capitalisant, en disant on est Veolia, on a une plateforme pour tout le monde, on crée des synergies,
on crée aussi des économies d'échelle, en fait, finalement. Et on arrive, par exemple, pour une business unit, donc pour une entité du groupe de 2000 utilisateurs, à, sur un an, lui faire économiser, donc ce montant-là, 888 000 €. Chez Veolia, il y a 220 000 collaborateurs. Donc je vous laisse faire un calcul. L'économie, elle est quand même assez impressionnante. Et ça marche. Parce que c'est un peu ça la crainte, c'est quand on met en place de la gouvernance, quand on essaye de, entre guillemets, freiner, on a toujours peur des conséquences. Et qu'au final, ce soit juste un flop, qu'on ait tout bloqué, qu'on se retrouve avec du shadow IT de partout et que ça ne marche pas. Réellement, ça a fonctionné. Ça a fonctionné à cause des 4 pieds que je vous disais. Ils sont impliqués, ils sont partie prenante, ils ont accès à tout, et économiquement, c'est intéressant. Et donc, toutes les business units l'utilisent. C'est, après Gmail, l'outil le plus utilisé au niveau du groupe Veolia. Donc, c'est, pour un outil en interne, ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, on a plus de 1500 agents qui sont créés sur la plateforme. Et donc, voilà, 88 000 utilisateurs et 350 000 sessions. Sachant que chez Veolia, donc, comme je vous dis, il y a 220 000 collaborateurs, mais sur les 220 000, il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'école bleue. Donc les gens que vous pouvez voir dans la rue, qui sont des opérateurs qui n'ont pas d'identité numérique. Des identités numériques, il y en a 100 000. Donc on atteint quasiment le plafond de ce qu'on peut aller chercher en termes d'utilisateurs. Et donc pour finir, je remis une phrase d'un philosophe qui a beaucoup réfléchi à la vitesse. Et cette phrase, je trouve assez représentative de la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. C'est-à-dire que le contrôle, ce n'est pas le contraire de la vitesse, c'est ce qui la rend possible. Et les 4 axes que je vous ai présentés, c'est relativement ça. C'est-à-dire l'objectif n'est pas de vous dire ne faisons plus de fonctionnalités IA, arrêtez de souscrire aux fonctionnalités des hyperscalers, c'est juste réfléchissez aux 4 piliers pour les faire en bonne intelligence, c'est que demain vous ne vous retrouvez pas avec une indigestion comme après avoir mangé un peu trop de fast-food.